Le cadre de qualification dont je vais vous parler est un cadre en construction. Et ce n'est pas un produit terminé, mais un produit qui est très avancé. On y a travaillé très fort avec la participation d'une communauté des membres de l'Académie de l'Amérique centrale et des Républiques dominicaines et depuis plusieurs années. Et nous sommes à l'étape finale de son développement. Et c'est ainsi que je peux vous dire que le cadre de qualification est quelque chose de nouveau en Amérique latine, non seulement en Amérique centrale. Cela n'a pas encore fait partie de la culture académique centra-américaine que de travailler avec des cadres de qualification. Nous définissons nos diplômes d'une autre manière que je vais vous expliquer tout à l'heure. Le XUCA a promu la construction participative d'une proposition d'un cadre de qualification pour l'éducation supérieure centra-américaine par le biais de 2 projets pour lesquels nous avons eu la contribution européenne très importante, aussi bien dans le financement que dans l'expertise et le soutien scientifique, technique dans la conception aussi de la part de l'Europe. Tout d'abord, on a eu le projet Alpha Pont qui nous a permis de commencer à construire ce cadre. Et deuxièmement, le projet que nous avons mis en exécution et qui s'appelle JICA, par ce signe en anglais, qui est soutenu par les programmes Erasmus+ de la Commission européenne. Nous avons donc eu des partenaires européens divers. Malheureusement, il n'y a pas eu des Français dans ce groupe, mais des Espagnols, des Allemands, des Irlandais, des Belges et d'autres pays européens. Cela veut dire que, du point de vue conceptuel et académique, la contribution européenne est importante. La proposition MCESCA a 2 buts essentiels. Promouvoir l'innovation dans les cursus. Nous voudrons innover la manière dont on fait l'éducation supérieure en Amérique centrale et nous croyons fermement que le cadre de qualification deviendra un outil qui nous servira énormément. Deuxièmement, essayer de promouvoir l'identification, la convergence académique régionale, c'est-à-dire entre les 8 pays qui font partie de l'intégration centra-américaine. Et puis ensuite donner une plus grande transparence au schéma de diplômes centra-américains proposés dans les 8 pays. Le MCESCA définit les résultats d'apprentissage espérés pour chaque niveau du système de l'éducation supérieure dans la région, dans les niveaux de la pré-licence qui est en construction en ce moment au niveau des licences, master et doctorat qui sont déjà définis, groupés sur 5 catégories ou descripteurs. Il faut reconnaître que l'éducation supérieure en Amérique centrale reste toujours assez traditionnelle et il faut l'innover. Voici la raison principale pour laquelle nous avons entamé ce projet. Dans la plupart des institutions et des programmes d'études, l'éducation supérieure est concentrée sur le cours magistral, sur l'enseignant, sur le livre de texte et sur la mémoire. Les plans d'études sont surchargés, concentrés sur l'information et contenu avec peu d'espace pour intégrer l'apprentissage. L'évaluation de l'apprentissage se concentre sur le fait de demander à l'élève de répéter les contenus que nous leur avons transmis, aux élèves les contenus que nous leur avons transmis. Avec le MCESCA, pour la première fois dans la région, nous sommes en train de définir une qualification ou diplôme universitaire selon les résultats d'apprentissage. Au lieu de les faire comme nous l'avons fait traditionnellement, c'est-à-dire sur la base des exigences de la durée du programme, du nombre de crédits et des exigences de finalisation des études. Avec le MCESCA, nous essayons de définir
cela par les résultats de l'apprentissage. Cela contribuera à innover la référence régionale qui concentre son attention sur l'apprentissage de l'étudiant et non pas sur les contenus. Outre cela, nous espérons que la mise en œuvre d'un cadre centra-américain de qualification contribuera à promouvoir l'harmonisation de l'espace éducatif régional centra-américain et à un plus haut degré de transparence, rationalisation, intégration du système éducatif qui aujourd'hui éduque, prépare et développe le capital humain de l'Amérique centrale. Le cadre de qualification de l'éducation supérieure centra-américaine est encore en construction. Et il inclura 5 niveaux. Tout d'abord, les études courtes, c'est-à-dire techniques en construction actuellement avec le problème ICA. Le baccalauréat universitaire en construction également par le biais du projet ICA. Et ce que nous avons déjà défini sont la licence, le master et le doctorat. Voici la couverture du premier projet, qui est la proposition du cadre de qualification. Et très brièvement, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres, de ces documents qui contiennent le cadre de qualification. Nous définissons les catégories ou les descripteurs du cadre d'apprentissage. Donc, ils sont les savoirs disciplinaires et d'apprentissage et professionnels. Ensuite, l'application des connaissances, des analyses, des résolutions de problèmes et d'innovation, c'est-à-dire les résultats concernant l'application. Et ensuite, ces résultats sont groupés sur l'autonomie, la responsabilité personnelle, professionnelle et la prise de décision. Ensuite, la communication et finalement l'interaction professionnelle, culturelle et sociale. Voici les grands compartiments dans lesquels nous plaçons les résultats d'apprentissage prévus pour chacun des niveaux que je vous ai signalés tout à l'heure. Et voici les définitions de chacune de ces catégories de descripteurs. Voici donc notre cadre de qualification. Vous ne pouvez pas lire, je pense que vous n'arriverez pas à lire là-dessus, mais je vous présente cela juste pour que vous puissiez avoir une idée. Cette page concerne la licence où il y a les résultats d'apprentissage prévus et les différents descripteurs concernant la licence. Voici pour le master. Ce sont les mêmes catégories, seulement les résultats d'apprentissage sont différents. Et puis finalement, la progression avance vers le niveau du doctorat avec la même structure et tout en suivant la même progression dans chacun des descripteurs. Voici pour vous donner une idée de ce que nous faisons. Moi, je pense que la coopération française pourrait faire des apports très importants dans ce domaine. Nous sommes actuellement en train de définir les résultats d'apprentissage pour la formation technique et je me rappelle que le docteur Adeline Obraz disait tout à l'heure que la formation technique supérieure pourrait constituer un des sujets d'intérêt de travail conjoint et bien sûr nous serions vraiment très reconnaissants de savoir que l'expérience et les connaissances françaises si cette expérience-là pouvait participer avec nous dans la définition de ces connaissances techniques afin de compléter le cadre sur lequel nous travaillons. En ce moment, nous faisons des ateliers sur 6 domaines différents dans les différents pays de la région avec des professeurs, des élèves et des diplômés afin de définir des résultats d'apprentissage sur des carrières techniques. Nous voudrions utiliser la même méthodologie, mais avec l'éducation technique supérieure. Donc l'expérience française serait la bienvenue là-dessus. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant l'année 2017 et nous espérons à la fin 2017 avoir pu compléter le cadre. Ce serait
très important pour nous que d'avoir la contribution des professeurs ayant de l'expérience dans des méthodologies actives d'enseignement et d'apprentissage, dans l'activation d'apprentissage en ce moment où nous faisons un exercice pilote avec la participation des 25 carrières de différentes universités pour faire une évaluation du cursus. Et pour nous, ce serait très important de pouvoir compter sur l'accompagnement de professeurs ayant de l'expérience dans des méthodologies actives d'enseignement et d'apprentissage pour accompagner ces processus d'innovation. Nous espérons qu'à la fin de ce projet ICA, nous pourrons avoir une proposition complète avec l'estimation des temps et des crédits nécessaires pour compléter cet apprentissage sur les 5 niveaux complets. Merci. Doctora, querida Françoise, chers amis, je vais prendre la parole à la place de monsieur qui n'a pas pu voyager en raison des problèmes internes qui l'ont obligé à rester à Paris pendant quelques jours de plus. Il était vraiment très déçu de ne pas pouvoir venir et il m'a chargé de vous transmettre ses salutations car il voulait vraiment venir et discuter avec vous sur les possibilités de coopération entre notre université Sorbonne Nouvelle et vos universités d'Amérique centrale. Cependant, je suis très content de le représenter. J'ai eu la possibilité de vous connaître nombreux parmi vous et de nombreuses institutions de cette région, quelques-unes des institutions de cette région avec lesquelles nous avons signé des conventions, des accords, mais nous avons toujours envie d'en faire davantage et des nombreuses attentes que nous avions n'ont pas été complétées. Donc je pense que c'est une occasion très spéciale et très particulière qui nous permettra de reconnaître les difficultés pour que nous puissions, malgré une bonne volonté, concréter cette coopération académique. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été le directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université Sorbonne Nouvelle. Ensuite, j'ai été nommé directeur des relations internationales dans notre communauté d'universités dont je vais vous parler, Sorbonne Paris Cité. Et depuis le mois de juin, je suis le président des relations internationales de l'Université Sorbonne Nouvelle. J'ai une petite expérience dans la coopération. Si vous avez vu ce petit cahier sur l'Amérique latine, il y a une entrevue à un étudiant qui s'appelle André Hernandez, dont je dirige la thèse de doctorat. Et quels sont les pas qu'a pu suivre ces jeunes étudiants costariciens pour faire sa thèse avec nous. Donc, cela représente un effort de la part de toutes les institutions en Amérique centrale. Pour l'instant, notre coopération s'est concentrée sur le Costa Rica. Et nous n'avons pas encore pu l'ouvrir et la développer comme on l'aurait voulu avec les autres pays. Pour avancer, nous devons mieux nous comprendre. Et en fait, lorsque j'ai lu le titre de notre session, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Donc, je remercie Francisco d'avoir éclairci cela, car nous avons des pièces de vocabulaire différentes pour les mêmes sujets. Donc, il est important de savoir de quoi nous parlons et je crois que cette réunion nous permettra de mieux nous comprendre. Et je veux me permettre de donner quelques indications sur les informations, les formations dans nos universités et comment dans ce cadre, ce n'est pas les qualifications, mais les cadres dans lesquels nous travaillons et comment, à l'intérieur de ce cadre, nous pouvons penser à une coopération avec la région centra-américaine. Il faut souligner que nous avons eu une croissance importante dans le nombre d'élèves. Adelino en a parlé lors de sa première présentation.
il y a 2,5 millions d'étudiants universitaires en France, dont 1,5 sont dans des universités. C'est beaucoup. C'est un chiffre qui augmente dans la mesure où davantage de jeunes terminent la secondaire. Et donc, nos universités doivent répondre chaque année afin de recevoir non seulement davantage d'étudiants, mais aussi des étudiants plus divers dont les parents souvent n'ont pas pu faire des études universitaires. Donc, ce sont des jeunes qui vont être la première génération des universitaires dont la langue maternelle souvent n'est pas le français. Et il y a donc une grande variété de publics auxquels nous devons nous adapter afin de leur accorder les diplômes universitaires qu'ils prétendent obtenir. Notre système, deuxièmement, est un système public, comme l'a dit, je ne sais pas si c'était Adeline ou Jean-Baptiste Chauvin, et tous les étudiants sont en quelque sorte subventionnés car ils ne payent pas d'inscription ou très peu, et cela est le cas également des étudiants étrangers. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, je ne veux pas refroidir l'enthousiasme de certains, mais je veux souligner quelques obstacles que nous avons. Notre université ne cherche pas davantage d'étudiants, nous en avons beaucoup. Et nous devons nous occuper de les placer, de leur chercher des professeurs, des salles de classe. En France, l'éducation supérieure n'est pas commerciale. Nous ne vendons pas des titres de diplôme aux étudiants qui viennent chez nous. Donc, nous voulons que ce soit des élèves, des étudiants qui s'insèrent dans nos universités et dans les cadres des coopérations qui pourraient les bénéficier nos institutions et bénéficier les générations futures. C'est quelque chose de très spécifique de la coopération française et je voulais la partager avec vous. En même temps que l'on arrive à élargir l'accès à l'éducation supérieure en France, de plus en plus, le système scientifique international devient plus exigeant. Nous nous trouvons dans une concurrence mondiale. Nous soulignons donc le fait de bien recevoir les élèves à la première année, ou alors nous devons travailler, avoir les laboratoires de pointe qui nous permettent d'être plus ou moins au même niveau que les États-Unis, que la Chine, que l'Espagne, que l'Allemagne. Et la France essaye de trouver un équilibre entre ces deux exigences de nos universités. Comme vous le savez, il y a des rendements en baisse dans la production scientifique. La production de la science coûte de plus en plus cher. On peut donner de nombreux exemples, mais j'ai fait le suivi des projets en astrophysique dont les équipements sont de plus en plus chers parce qu'il faut aller vers les étoiles. Et il y a davantage d'autres exemples dans les sciences de la santé, etc. Et il s'agit donc d'un point important sur les finances des universités. Et tel que nous l'avons indiqué, la France est au premier rang de la production scientifique mondiale dans les sciences exactes, dans les mathématiques, les sciences de la santé, mais aussi dans les sciences sociales et humaines qui sont tellement nécessaires pour faire face au scénario dont nos amis d'Amérique centrale ont parlé par rapport à la transformation sociale qu'ils veulent promouvoir depuis l'université. Cela fait en sorte que nous soyons obligés de repenser à notre manière d'enseigner, à nos cursus, aux outils, en utilisant les nouvelles technologies, afin d'aboutir à des publics plus divers. Et nous avons une certaine expérience dans la production de cours à distance qui constitue certainement l'un des outils que nous pourrions utiliser pour les publics centra-américains.
Face à ces scénarios, l'augmentation du nombre d'élèves et de la diversité, la connaissance scientifique et les nouvelles technologies appliquées à l'éducation supérieure, les universités françaises ont deux axes de travail principaux. Tout d'abord, travailler conjointement, s'unir, comme je l'ai déjà dit. Nous avons formé en France des communautés, comme on l'a déjà dit, on a formé en France des communautés d'université. Nous avons, la mienne s'appelle Communauté Corbonne Paris-Cité, qui regroupe 9 universités, qui nous permet d'avoir un éventail très important de secteurs, de matières, et cela nous permet aussi de nous projeter dans des problèmes scientifiques au plus haut niveau et dans la coopération internationale en unissant nos forces. Deuxièmement, l'internationalisation, telle qu'on l'a déjà dit, toutes nos universités ont de nombreuses conventions dans leur carton et parfois on ne sait pas où les mettre. Mais nous aboutissons à une nouvelle étape d'internationalisation. Un changement fondamental a été l'introduction du processus de Bologne qui a permis d'harmoniser nos diplômes avec les diplômes de nos collègues européens par la licence, le master et le doctorat. Quoique ce processus ne soit pas encore conclu, mais cela a beaucoup facilité la mobilité des étudiants. Le programme Erasmus a été le programme qui a eu le plus de succès dans l'Union européenne en ce qui concerne la mobilité. Tous les étudiants peuvent passer d'un pays à l'autre et avec un soutien économique, et nous avons plus qu'un apprentissage là-dessus. Nous sommes en train de former des personnes pour qu'elles apprennent à se développer dans des cultures diverses, en langues différentes, et ne pas avoir une seule et unique vision du monde. Il y a de nombreux couples Erasmus aussi, ce qui est important pour renforcer les liens entre les peuples. Et nous commençons à avoir la période des divorces Erasmus aussi. C'est un programme très ouvert et démocratique, tel que Francisco l'a dit. La nouvelle version Erasmus Mundus, Erasmus Plus, ouvre ses portes pour le travail avec des pays en dehors de l'Union européenne, non seulement dans le soutien international, mais aussi de la mobilité des étudiants par les transferts de crédits. Et voilà un des points sur lesquels je crois que nous devons travailler concrètement. Pour cela, il faut organiser la mobilité des étudiants. J'aime beaucoup le Brésil. Le Brésil propose un système qui s'appelle Sciences sans frontières, qui n'avait pas de nord, disons. Les étudiants pouvaient partir n'importe où. Ce type de mobilité ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas recevoir de nombreux groupes d'étudiants sans que cela corresponde à un cadre de coopération. Nous voulons savoir qui nous envoie les étudiants, pourquoi faire, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Donc il faut structurer la mobilité et les connecter avec les activités de recherche qui sont tellement importantes pour maintenir la qualité de l'éducation que nous donnons aux jeunes que nous recevons. Parfois, je suis surpris par le fait que nos universités sont en principe les endroits où nous sommes en train d'inventer les connaissances de demain. Mais lorsqu'il s'agit de nous changer, de nous inventer nous-mêmes, c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas comment nous allons le faire, mais je crois que nous devons le faire ensemble, ce changement. Et l'internationalisation devient un outil important pour produire des changements à l'intérieur de nos structures, car cela nous oblige à nous adapter à de nouveaux systèmes. Pour cela, nous pouvons penser à des échanges bilatéraux
Nous pouvons également travailler dans des instances de dialogue telles que le forum académique Union européenne, c'est un forum ouvert pour que les universitaires des différents pays de la région puissent participer, puissent se connaître. Mais je pense aussi qu'il est important de développer certains projets modestes mais concrets qui permettent d'encourager les échanges entre nos institutions. Merci.